Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, on continue la série sur l'histoire de la monnaie. Aujourd'hui, ce sera un épisode sur la monnaie métallique, la monnaie sonnante et trébuchante, celle qu'on connaît bien. Et voilà, alors, pour se souvenir, dans le passé, nous avions vu que le système qui semble le plus naturel, c'est le don dans une communauté de confiance. Le problème du don, c'est qu'il ne fonctionne qu'à petite échelle. Nous avons vu le nombre de Dunbar, 148. À petite échelle, le don dans une communauté de confiance fonctionne super bien. Mais quand la communauté devient plus grande, la confiance diminue et nous avons vu que les systèmes économiques, c'est de la confiance. À ce moment-là, alors, on va utiliser des systèmes pour mémoriser. Donc quand le cerveau, quand la mémoire n'est plus capable de se souvenir, nous utilisons donc des tablettes d'argile, nous mémorisons là-dessus, ou nous utilisons des bâtons de comptage, on a aussi vu cette technique. Donc on voit que la monnaie scripturale est très ancienne et que c'est finalement la première à venir, contrairement à une idée qui est souvent courante, que c'est grâce aux ordinateurs que ça vient. Mais non, scriptural, il suffit d'écrire, et justement les premières écritures sont apparues souvent pour pouvoir écrire de la comptabilité. Les Sumériens, une des plus vieilles écritures au monde, si ce n'est la plus ancienne connue, est justement issu de cette comptabilité sur tablette d'argile. Les Phéniciens aussi, l'alphabet est toujours lié à l'histoire des Phéniciens qui auraient légué leur alphabet à celui qui est devenu l'alphabet latin, puis celui qui est le plus courant sur cette planète, l'alphabet occidental. Et alors cet alphabet était lié à la comptabilité que les Sumériens avaient. Le commerce, le marchand utilise beaucoup la comptabilité, mais il n'a pas besoin de pièces de monnaie. Mais d'où viennent ces pièces de monnaie alors? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la monnaie, pièce de monnaie, sonnante et trébuchante. Déjà, pourquoi sonnante et trébuchante? Sonnante et ding ding, c'est parce qu'on essaie de vérifier la qualité du métal, et trébuchante parce que le trébuchet, c'est une petite balance. Et le trébuchet servait justement à peser pour vérifier la densité. Pas qu'on nous ait floué en mettant de l'or à l'extérieur et du plomb à l'intérieur, ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça va nous replonger dans l'histoire de ce qui est venu. Alors la monnaie sonnante et trébuchante, ces jetons valeurs, comme je les appelle souvent, pour ne pas confondre avec d'autres types de monnaie, parce que le mot monnaie est tellement large et tellement flou qu'on ne sait plus trop où il en est. Et finalement, on peut dire que ces types de monnaie est apparu simultanément à 3 endroits sur la planète, là où il y avait les grandes civilisations. En Chine, en Inde, et ce qu'on appelle la civilisation grecque, mais ce qui était surtout en Lydie. Par exemple, Crésus, roi de Lydie, qui allait chercher dans la rivière Pactole des petits bouts d'électrum. Il y a même un client pour du Bitcoin maintenant qui s'appelle Electrum. Ce petit Electrum, c'est un alliage d'or et d'argent qui se trouve naturellement sous forme de petites pépites dans le fleuve Pactole. Alors on voit que tous ces noms, Crésus, Pactole, c'est l'histoire de cette monnaie. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Eh bien, il y a une raison. Pendant 2700 ans, en tout cas, on a vu un système avec de la monnaie scripturale qui existait, qui était là, des gens qui se font une comptabilité entre eux, qui se font des reconnaissances de dettes, et qui parfois finissent en esclavage, en péonnage comme on dit, dans un esclavage pour dette. Et il y avait une autre communauté qui vivait, on pourrait dire que c'est une sorte de mafia, une mafia avec des chefs de gang qui, entourés de leurs fidèles soldats, vont faire des razzias sur les paysans pour vivre sur le dos des paysans. Et quand on est un peu mal aimé, qu'on n'a pas d'amis, qu'on fait des razzias et puis qu'on tape sur tout le monde, on n'arrive pas à créer une relation stable de dette avec des gens dans une communauté de confiance. On n'a aucune confiance en un gars qui veut juste vivre sur notre dos et faire une razzia. Donc à ce moment-là, ils ne devenaient jamais très grands, ils n'arrivaient jamais à s'insérer dans une vraie communauté, c'était juste des pillards. Et dans ces pillards, il y a eu un moment, un déclic, un truc qui a tout changé, qui a fait que cette communauté de
pillards, ce petit groupe, ce gang, cette mafia est devenu gigantesque jusqu'à faire les empires qu'on connaît, l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire perse, l'empire d'Ashoka en Inde. C'est moins connu, hein, on connaît bien le monde occidental, mais l'empire d'Ashoka qui est devenu gigantesque, qui a pris toute l'Inde, mais également les empires chez les Chinois, beaucoup plus l'empire Qing, ce qui a donné son nom à la Chine, l'empire Qing, ou l'empire Ming, ou par la suite, sont tous des empires qui sont devenus gigantesques et qui ont une origine assez liée à cette utilisation de la monnaie, à cette création de l'outil monnaie. Donc on a vu qu'on peut utiliser n'importe quoi comme intermédiaire de confiance. Donc l'intermédiaire de confiance, c'était vraiment ces dettes, monnaie scripturale. Et quand on l'a pas, on peut prendre n'importe quoi. Voilà, juste devant chez moi, j'ai une jolie pive, fantastique. Donc cette pive, on pourrait l'échanger et dire que toute notre confiance, on la met là-dedans. Pour des gens qui sont totalement sortis d'un contexte social dans lequel il y a des liens par toutes ces dettes contre dettes. Un exemple, chez les Tives, une tribu d'Afrique, dès qu'un étranger arrive, on le couvre de cadeaux. C'est super chouette quand tu t'arrives. Et puis finalement, tu comprends que ces cadeaux, c'est des cadeaux empoisonnés, c'est quelque chose pour rester dans la communauté. Tu ne pourras pas t'en sortir de la communauté parce que tu auras toujours une dette envers quelqu'un. Donc ça force les gens à se revoir et à refaire la communauté. Alors je fais un clin d'œil à Roger. Roger est un de mes potes à qui je dois 2 bières. Alors j'ai toujours en mémoire, et je prends toujours cet exemple, et lui aussi il connaît bien l'histoire des Tives, donc les Tives n'ont pas le droit d'égaliser une dette. Donc à Roger, je peux lui repayer 1 bière, je peux lui payer 3 bières, mais je ne peux pas lui en payer 2, parce qu'à ce moment-là, on n'aurait plus ce lien entre nous, parce que les bons comptes font les bons amis, on dit. Et bien là, justement, c'est le contraire. Si on arrive au compte est bon, on n'a plus de raison de se voir, on n'a plus de raison d'être amis. Donc voilà, Roger, je te dois encore 2 bières, puis j'espère que je pourrai non pas rembourser ma dette, mais t'en payer plus ou creuser encore le déficit, histoire qu'on se revoie. Et cette confiance, on peut l'externaliser quand on est un chef de gang et ces soldats qui vivent de la radia. Je peux les payer seulement avec le butin de guerre, ou alors avec des métaux précieux, ou gentiment, on va décaler la confiance qu'on a dans une communauté, dans une confiance qu'on a dans un objet. Cette confiance, là, c'est la rivière Pactole avec les petits alliages d'or et d'argent. Donc ça, c'est intéressant. Donc l'or et l'argent, c'est une attirance naturelle. C'est aussi parce que ça ne s'use pas dans le temps. Ce sont des métaux précieux. L'or, il ne se mélange pas tellement au reste, donc il reste très, très pur et il ne s'oxyde pas. Donc c'est aussi très intéressant, c'est pour ça qu'on parle de métaux nobles, on peut les modeler. Donc on sait que c'est simultanément à plusieurs endroits sur la planète que vers moins 600, moins 700, l'outil monnaie est apparu, parce qu'en fait il y a différentes techniques qui ont été utilisées pour fabriquer des pièces de monnaie à partir de ces métaux nobles. Donc on a le poinçonnage qui a été utilisé du côté de l'Inde, si je me souviens bien, couler les pièces de monnaie qui se faisaient du côté de la Chine et frapper les pièces de monnaie qui se faisaient du côté de la Grèce. Donc c'est pour ça qu'on voit, on se dit, ils ne sont pas copiés les uns les autres parce qu'en fait, ça a apparu simultanément. Mais aux mêmes époques, donc il y avait un besoin à un moment donné, développement de ceci. Et donc pour aller dans le détail maintenant, les chefs de gang, à force de tuer des gens, c'est quand même un peu stupide de tuer les gens sur le dos de qui on veut vivre. Donc la véritable astuce, c'était d'inventer ces pièces de monnaie et d'acheter des récoltes, d'acheter quelque chose. Donc je vous fais une petite scène, on va faire un peu de théâtre, ce sera plus explicite. Donc je suis le premier soldat qui débarque, mon chef de gang qui s'est installé dans un petit château, pas très grand parce qu'il n'a pas trop les moyens, mais il est bien situé, il est armé quand même, plus que les paysans. Et puis là, je suis le soldat qui envoie acheter la récolte d'un paysan. Alors j'arrive chez le paysan, je dis « Salut, alors l'année dernière, on a tué ton frangin, on lui a piqué sa récolte.
Bah, cette année, on a innové. On va te laisser la vie sauve. C'est génial. Et même plus, je vais t'acheter ta récolte. Alors là, j'ai plein de petites rondelles. Et mon chef au château, il fabrique les rondelles. Et avec ça, je vais t'acheter ta récolte. Et tu auras la vie sauve. Bon, alors, quelle est la réaction du paysan? Là, je fais le paysan qui revient, puis tu dis je suis super content, j'aurai la vie sauve, je suis bien. Alors, tu veux me donner des rondelles en échange de ma récolte? Là, je suis pas d'accord parce que ma récolte, elle me permet de manger, elle me permet de vivre et de faire vivre toute ma famille. Alors que tes rondelles, ça se mange pas. Tes rondelles, surtout en métal, c'est vraiment le truc dont personne n'a besoin. Franchement, je vois pas du tout ton deal, je trouve pas qu'il est bien. Alors là, je pivote, je me remets dans le rôle du soldat qui dit « J'ai oublié de te préciser un petit truc, c'est que mes rondelles, tu en auras besoin. Je t'achète ta récolte avec ces rondelles, mais mon chef au château, eh bien, il a décidé qu'il va mettre un impôt. Tu devras lui en rendre chaque année. Tu devras à la fin de l'année rendre un certain nombre de rondelles. Donc si tu n'en as pas, tu es dans la merde, on va te mettre en prison ou pire, je te trucide. Comme ça, je te mets la pression. » Donc voilà, sort de la pièce de théâtre. Là, on a compris le fondamental. C'est un piège un peu plus subtil que ce qui se faisait avant. Ça permet de vivre sur le dos des paysans. Donc ces rondelles ont été inventées comme système avec l'impôt. Donc c'est une boucle. Je te donne pour acheter et dans l'autre sens, tu me les ramènes. Et c'est cette boucle qui est très rarement comprise parce que finalement, on te raconte une jolie petite fable, on te dit ça marchait pas avec le troc, ça c'est Adam Smith qui l'a fait. Et alors on a inventé des trucs pour fluidifier les échanges. Mais quelle était la raison de vouloir fluidifier des échanges? On s'en fichait bien, le but était de vivre. Une fois que tu as une maison, une fois que tu as ta récolte, puis que tu arrives à en vivre, qu'est-ce que tu veux t'emmerder à construire des technologies, construire quelque chose d'autre, plus grand? Non, c'est juste parce qu'il y a un gars qui te force à faire ça, parce qu'il t'impose l'utilisation de la monnaie. Imposer, l'impôt, ça ne vient pas de nulle part. Impôt, la première origine, le premier truc à quoi ça sert un impôt, ça te sert à relancer ce système de machine qui impose l'utilisation d'une monnaie. On impose l'utilisation d'une monnaie, mais surtout on impose la création d'un marché. Donc, avec ça, j'aurai des soldats, je peux payer des soldats en milieu hostile, là où ils n'ont aucun lien, en territoire étranger, dans lequel je vais envoyer mes soldats pour aller zigouiller toute la population. Comme ça, ceux qui sont récalcitrants, on les zigouille. Et ceux qui sont les paysans dont on veut bien, on achète avec nos petites pièces d'or, nos petites pièces de cuivre ou autres métaux, on achète la récolte. Et on leur impose l'utilisation de ce truc avec l'impôt. On te dit, chaque année, tu les rends. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. De nos jours, l'impôt, on le voit comme toute autre chose, parce qu'il a évolué. Ça a servi à construire des infrastructures, construire des routes, des ponts, construire des châteaux. Déjà, première utilisation, infrastructure commune, c'est la mafia. Je vous protège, oui, je vous protège, mais en échange, vous êtes sous mes ordres parce que je vous impose l'utilisation de cette monnaie. Donc je vous protège des autres mafias qui sont autour, qui font le même système, parce que une fois qu'un super système comme ça a été inventé, ça s'est très vite répandu partout. Et puis, cet impôt, il va revenir dans mes caisses. Après, on en a fait du social, mais à l'époque, il n'y avait pas de social. Ce n'était pas un impôt redistributif, ce n'était pas un impôt pour les infrastructures, c'était un impôt pour imposer la monnaie. Voilà, une fois qu'on est clair, comme ça, ça marche. Ça paraît très ancien, mais c'est aussi très récent. 1901, colonisation de Madagascar par les Français. Le général qui a débarqué là-bas, la première chose qu'il fait, il se tape dessus un peu, mais ensuite, il met l'impôt colonial. Paf, obligation des gens de bosser pour eux. Mais c'est aussi obligation de créer un marché. Alors on le comprend bien, en 1900, l'idée de créer un marché, le monde était déjà passablement commercial. Mais même 2700 ans plus tôt, on avait besoin d'un marché, pas pour avoir des débouchés commerciaux. À Madagascar, c'est chouette, ils achètent des produits français, ça fait favoriser l'économie française. Mais aussi, l'histoire de favoriser un marché, c'est de favoriser la création de l'équipement pour favoriser une armée puissante et forte. Une armée équipée des meilleures technologies de l'époque.
Donc toute la technique, elle a évolué grâce à la monnaie. Si on n'avait jamais eu de monnaie, je pense que la technique aurait évolué très lentement, ou peut-être même pas du tout. Donc on serait dans un monde très différent. Et toute cette monnaie, en fait, elle a façonné cette histoire-là. L'idée d'avoir créé une monnaie, c'est créer un marché. Et créer ce marché permet au seigneur, qui a un pouvoir de seigneuriage, donc le fait de créer cette monnaie, le seigneuriage, c'est juste le coup d'aller chercher dans la rivière les petites pièces d'électrum, de les frapper à l'effigie du roi. Et puis ensuite, ce pouvoir de seigneuriage permet de ramener tout ce qu'on a besoin chez les paysans qui sont obligés de faire d'autres choses. Ils vont se mettre à façonner du cuir, du bois, du métal et fabriquer des outils utiles à l'armée. L'armée devient de plus en plus puissante, ce qui fait que les paysans sont de plus en plus emprisonnés dans ce système. Mais aussi, on va faire des colonies, on va conquérir le monde, on va aller toujours plus loin. Et avec ça, l'Empire est obligé de se développer. Et c'est pour ça qu'Alexandre le Grand, avec son gang, sont devenus les maîtres du monde. Et ils ont réussi même à massacrer les Phéniciens qui étaient au milieu, un empire commercial qui était super puissant, mais qui n'avait pas de pièces de monnaie, que des reconnaissances de dettes. Eux, ils faisaient du commerce. Donc pour le commerce, on n'a pas besoin de pièces de monnaie. Pour dominer le monde, on a besoin de pièces de monnaie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Là, on a un bon système d'exploitation qui est créé. Et ce système d'exploitation, il permet au bout d'un moment, quand on grandit, de devoir aussi aller chercher de plus en plus d'esclaves pour les mettre au travail dans les mines, aller chercher encore de quoi faire des pièces de monnaie. Donc ce qui est génial, c'est que ces pièces de monnaie, la valeur de la pièce, il y a plein de gens qui voient comme étant la valeur du métal, mais elles avaient aussi souvent une valeur supplémentaire. La valeur, elle est garantie par la personne qui est sur la pièce de monnaie. Et c'est garanti comme ça, on voit quand ça évolue avec le temps. D'abord c'était le seigneur, c'était Alexandre le Grand. En Suisse par exemple, les premières pièces de monnaie, c'était l'effigie de Philippe II de Macédoine, donc le père d'Alexandre le Grand. Et avec ça, on voit que c'est comme ça qu'on fabriquait, parce que la pièce de monnaie avait plus de valeur que le métal. Parce que, on disait que celui qui paye cette dette représentée par le métal, vu qu'on était toujours dans un système de dette d'auparavant, c'est celui qui paye en dernier recours, donc la valeur de la pièce peut avoir plus de valeur que le métal lui-même. Donc ça c'est intéressant parce que des siècles plus tard, la valeur de la pièce de monnaie était souvent que la valeur de la pièce. Et ça a posé des problèmes, notamment que les pièces étaient rognées pour enlever des bouts, pour récupérer la valeur de métal qui valait plus que la valeur de la pièce. Et par exemple, un gars comme Newton, ça c'est 18e siècle, 17e siècle, 17e, et c'était le chef de la monnaie en Angleterre, et c'est lui qui avait inventé une machine pour faire un crénelage sur le côté des pièces de monnaie pour éviter qu'on les rogne, qu'on enlève des choses, que ça se voit en fait quand on enlève des pièces de monnaie. Là c'était une conception différente, donc on voit déjà que dans le système de monnaie métallique, il y a plusieurs systèmes. Il y a le système plutôt antique dans lequel la pièce de monnaie valait plus que la valeur du métal, et le modèle de la Renaissance dans lequel en Europe, par exemple, on avait la valeur métallique pure. Et il y avait des intermédiaires. Dans l'Antiquité, on commerçait localement avec les gens qui connaissent le seigneur local avec une valeur plus élevée, et dans le lointain, on commerçait avec une monnaie internationale qui était cette valeur de l'or ou des métaux précieux qui étaient échangés à la valeur du métal. Donc quand on n'a pas trop confiance, on rééchangeait comme ça. Donc on voit déjà, je téléguide un peu pour arriver sur ce qu'on verra bien plus tard, des effets de double monnaie à double échelle locale, échelle internationale. Là, il y a des choses dans les monnaies locales ou des monnaies uniques. Donc on verra cette espèce de double mouvement. Donc je vais bientôt m'arrêter. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la monnaie métallique est apparue pour des chefs de gang qui voulaient vivre sur leur dos des paysans du coin, mais sans les tuer, mais juste en achetant leur récolte et en créant l'impôt qui permet d'imposer l'utilisation de cette monnaie. Si vous voulez créer un marché avec une monnaie, il faut mettre un impôt. Sinon, un peu comme dans les crypto-monnaies, un peu comme dans les monnaies libres, c'est l'abondance de monnaie, mais il n'y a pas de marché, donc on ne sait pas quoi en faire. En créant un impôt, paf, direct,
Ça met en place un circuit, mais ça met aussi toute une organisation de la société en place dans laquelle on est un peu l'esclave de celui qui a le pouvoir de seigneuriage. Celui pour qui créer la monnaie ne lui coûte rien. Et il y a un corollaire à tout ça, il y a une conséquence qui était non prévue, c'est que le seigneur est devenu très puissant. Mais le fait de donner de l'argent à des marchands qui eux développent la technique, ça crée aussi des scientifiques et des marchands. Et les marchands sont devenus très puissants à un moment donné, plus puissants que les seigneurs. Et ça, c'est une autre histoire. Ils voudront leur part de pouvoir. Donc on verra ça dans le prochain épisode. À bientôt!